Donc Dominique Meurice, je suis le responsable commercial international de la société Gatewatcher. Le sujet aujourd'hui, c'est essayer de comprendre pourquoi, en fait, aujourd'hui, il y a tant d'attaques, quelles sont les différentes recettes et en quoi un élément, comme le NDR, peut apporter une réponse à la détection de ces attaques. Alors, la situation sur le Canada, je ne vous ferai pas l'affront, vous la connaissez mieux que moi, mais vous voyez que l'actualité aujourd'hui, quotidiennement, le Canada n'échappe pas à ce qui se passe partout dans le monde avec des attaques extrêmement ciblées qui peuvent être avec des dommages plus ou moins importants, mais donc une actualité assez forte. Et en fait, on s'aperçoit que les cyberattaques, elles ont, alors, de manière assez caricaturale, deux types d'origine. Une origine malveillante, alors après avec des histoires assez amusantes. Aujourd'hui, c'est assez amusant de voir Edward Snowden devenir citoyen russe la veille de la mobilisation. Je ne suis pas sûr qu'il ait choisi sa meilleure date. Et puis on va parler de Sébastien Raoult. Sébastien Raoult, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce Français qui s'est fait avoir de manière assez bizarre, puisqu'il est parti au Maroc. Et quand il a voulu quitter le Maroc le lendemain de son arrivée, il a découvert qu'il avait une notice rouge d'Interpol. Et donc il est bloqué en prison au Maroc sur une demande d'extradition de la part des États-Unis parce qu'il ferait partie d'un groupe. Et là, ça amène à un deuxième sujet qui est un gros sujet d'actualité, c'est la notion d'extraterritorialité de la loi américaine qui fait que si vous contribuez ou si vous payez une rançon, et là je précisais bien le sujet, si vous payez une rançon en tant que CISO, vous contribuez au financement du cyberterrorisme et que vous êtes passible de 110 ans de prison. Donc, voilà, si jamais vous êtes amené à payer une rançon, surtout n'allez pas à Epcot avec vos enfants parce que vous risquez d'avoir des problèmes. On en parlera. Et puis, il y a les attaques étatiques. Je pense que l'attaque SolarWinds, qui est la première attaque de supply chain clairement ciblée, plus de 18 000 victimes dans le monde, ou en tout cas de dommages collatéraux, a été une démonstration en tout cas d'une attaque extrêmement sophistiquée qu'on en a pu voir. Alors, les slides sont écrasés, mais ce qui est intéressant, et excusez-moi, le mot est maladroit, mais ce qu'on a appris avec la guerre de l'Ukraine, c'est qu'on a tous craint le cyberchaos. On a tous craint, effectivement, le blockout d'Internet. Et on est passé dans ce que j'appelle la cyberprématie, c'est-à-dire qu'en fait, les deux parties ont besoin d'Internet. Les deux parties communiquent sur Twitter tous les jours, ils communiquent, etc. Ils ont besoin. Et donc, Internet est passé au-dessus. Et bon, c'est une réflexion philosophique que je laisse. Mais c'est assez intéressant de voir cette position qu'a pris Internet, même si, malheureusement, les tentatives de coupure de câbles sont quotidiennes, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en France. Alors, heureusement, de temps en temps, voilà, les organismes arrivent à arrêter les hackers. Et donc, effectivement, on a ce Sébastien Raoult, vous avez vu, il est sympathique, il est 21 ans. Ce qui est moins sympathique, c'est que son père a supplié le président Macron en disant mais non, mais il a fait des fautes, mais en France, donc il faut le condamner en France. Et puis ceux qui sont un peu spécialistes du domaine, on ne comprend pas très bien pourquoi la notice rouge, elle est parue quand il est parti. Mais donc on l'a laissé partir, et puis une fois qu'il veut revenir, là on a la notice rouge. C'est quand même, je laisse des points d'interrogation sur ce sujet. Et puis on a un autre camarade sympathique, c'est notre ami Tipot. Alors Tipot, pour ceux qui ne le connaissent pas, Tipot, il s'est fait arrêter il y a 15 jours. Donc, vous avez vu, il est sympa, il a 19 ans, il a un jeune, etc. Pourquoi ? Parce qu'il avait, donc à Manchester, il avait hacké le jeu GTA 6. Et quand la police de Manchester est venue l'arrêter, ils ont été regarder dans son ordinateur, et là, ils ont découvert la base de données Bug Bounty d'Uber. Et là ça a été un peu moins drôle. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert sur cette attaque, d'accord, c'est qu'en fait, il n'a jamais utilisé des techniques très compliquées, notre ami Tipot. Et bien que Uber a dénoncé en disant non, il n'est pas question, ce n'est pas ce monsieur. Nous, on s'est fait attaquer par le groupe Dollar Lapsus, un grand groupe bien connu, etc. Oui, sauf que la base Bug Bounty, elle était sur le PC de Tipot. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait, Tipot ? Il a acheté 40 adresses, d'accord, sur le dark web. 40 adresses légitimes d'Uber. Et après, il a pris sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, il a regardé. Lui, ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui fait partie de l'informatique, mais pas à la sécurité. Un admin 6. Et puis, il a commencé à l'avoir usure. C'est-à-dire qu'il a fait une belle mire Uber et il a envoyé, suite aux nouvelles politiques de sécurité, vous avez un nouveau facteur d'authentification, voyez vous réidentifier. Et il l'a eu à l'usure. À l'usure, pourquoi ? Parce qu'il l'a eu au bout de 40 fois.
Moi, j'étais la semaine dernière à Singapour, j'étais à peine dans un restaurant, j'ai eu une belle mire de ma société en me disant « Vous êtes en train de dîner à Chinatown, veuillez vous réidentifier ». Et je me dis, quel est le degré de résistance sur le double facteur d'authentification? Et une fois qu'il a eu le mot de passe, il a fait une violation du PAM, il a fait une violation, il a fait des mouvements latéraux, il s'est amusé à faire un certain nombre de choses, des techniques hyper connues, rien de révolutionnaire. Mais derrière, il avait la base de tous les bugs de Uber. Et donc on voit aujourd'hui le problème le problème aujourd'hui que pose ce type d'attaque, et notamment, bien qu'Uber avait tous les systèmes, je rappelle que Uber a eu 200 millions de pénalités suite à des fuites de type données personnelles il y a 2 ans. D'accord ? Donc aujourd'hui, ils ont beaucoup acheté de protection, de détection aussi. Et là, on voit juste un petit smiley, qu'on reviendra tout à l'heure. La première chose qu'a fait Tipot, c'est de désactiver l'EDR. Et bien souvent, les clients disent « Mais non, mais un EDR, moi j'ai un EDR, aujourd'hui, ça me permet de sécuriser tous mes postes de travail. » Oui, mais quand je fais une attaque, c'est quand même vachement plus facile si je peux enlever les gardiens. Et donc, malheureusement, l'EDR est la première cible de l'exploitant. Quand on exploite une vulnérabilité, la première chose qu'on fait, c'est de désactiver les EDR. Alors, on a aussi le paradoxe français. Excusez-moi, je suis français, donc voilà, on n'a peut-être pas d'idée, mais par contre, on a l'idée de complexifier les choses. Donc, à droite, vous avez l'ANSSI. L'ANSSI, l'organisme de régulation, qui interdit de payer les rançons. C'est un conseil, c'est une interdiction, mais n'a pas le pouvoir. Et à gauche, on a nos graves députés qui sont en train de regarder comment, dans un bilan comptable, on met exactement la rançon. D'accord ? Où est-ce qu'on la met ? Donc, vous voyez le truc. Alors, malheureusement, ça peut avoir des incidences assez graves. Je pense que vous savez qu'un hôpital en France donc, a été attaqué avec une rançon, donc il a demandé 10 millions. Bon, comme si un hôpital pouvait payer une rançon, c'est juste pas possible. Dans le code des marchés publics, c'est pas possible. Donc, c'était juste matériellement pas possible. Sauf que les hackers, ça les a énervés. Et donc, ils ont décidé de publier les données des patients de l'hôpital, avec des données extrêmement confidentielles. C'est le même groupe qui est en train d'attaquer Thales depuis avant-hier. En tout cas, qui se réclame le même. Et donc, on voit effectivement cette problématique et des sujets entre eux. Donc, là où je voulais vous éclairer ce matin, c'est cette question moi, qui me pose. Internet est passé au-dessus, donc la cyberprématie, et à côté de ça, la facilité encore et les dégâts associés aux différentes attaques. Donc après, le sujet, c'est la détection face à la protection. Beaucoup de clients ont dit aujourd'hui, moi j'ai beaucoup investi sur la protection, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai besoin de diminuer l'indisponibilité de mon infrastructure, les risques associés à une attaque, au-delà des dommages de type image, ça peut être des dommages de type rançon, mais ça peut être aussi des dommages de chiffre d'affaires, etc. Et donc il faut qu'on arrive à minimiser le temps de détection. Et le problème, c'est que quand on fait une protection, on pense qu'on a la détection intégrée. Or, la détection associée à la protection, elle est temps réel. C'est-à-dire qu'en général, de manière très caricaturale, on a l'IDS et l'IPS. Et l'IDS, on lui demande de réagir en temps réel pour nourrir l'IPS. Alors déjà, on essaye de désactiver l'IPS parce qu'il est un peu embêtant, il bloque trop de trafic métier. Et puis l'IDS, comme on lui demande à réagir en temps réel, il a 4500 règles pour les meilleurs. Et donc, derrière, on a des choses faciles. Typiquement, je suis un exploitant. La première chose que je vais faire, je vais utiliser des shellcodes. Et je vais les offusquer, je vais les coder pour ne pas être repéré par les firewalls. Donc là, c'est, vous voyez, un base 64 d'un beau shellcode. Donc effectivement, c'est totalement illisible. Ça passe sur le réseau, tout le monde s'en fout. Sauf que derrière, quand on le détecte, on le met en clair. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc vous me faites confiance sur cet exemple. Une élévation de privilèges, un mouvement latéral. Bref, c'est le langage que va utiliser le hacker, d'accord, de manière codée pour offusquer ses commandes en direct sur le système et sur les applications. Un deuxième exemple, sur un exemple très très sophistiqué, et ça c'est ce qui s'est passé sur SolarWinds. Donc j'essaie de rester très caricatural, mais dans le cadre de SolarWinds, ce qu'on fait, ils ont mis un command and control, c'est-à-dire l'exploitation de la vulnérabilité une fois qu'il y a eu la mise à jour de la base légitime, la base Orion, d'accord, c'est d'avoir un CNC, un command and control. Donc en gros, M positionne James Bond sur le réseau. Le problème, c'est que M et James Bond, il faut qu'ils communiquent. Donc la manière dont un CNC communique, c'est en envoyant des requêtes de domaine aléatoires, de requêtes DNS aléatoires. En attendant, on dit « Coucou, je suis là, M, qu'est-ce que je dois faire ?» Coucou, et donc la manière de communiquer, ce sont ces requêtes. Et là, si vous regardez ce qui s'est passé sur SolarWinds, c'est extrêmement bien fait. Pourquoi? Parce que vous regardez le TLD et vous regardez la finalité. C'est une syntaxe de requête
API sur Amazon, sur AWS. Donc c'est-à-dire quand bien même un responsable de la sécurité, puisque vous savez qu'il y a des organismes quand même assez puissants américains qui ont été attaqués par cette attaque, d'accord, il voit que c'est une requête sur AWS d'une API. Ouais, ça c'est encore le marketing, on s'en fout, c'est pas sécure. Et puis là, vous voyez entre le JByte, 2 syntaxes de 15 caractères. Et là, on a l'hypercomplexification, puisque comme on a 2 syntaxes, le JByte, en fait, c'est comme si on était en exponentiel dans la complexité de détection. Et là, nous, effectivement, on est assez fiers. Pourquoi ? Parce que, a priori et a fortiori, et je dis bien a priori et a fortiori, on a pu valider la matrice de confusion, donc, par rapport à ces requêtes aléatoires, et on voit l'apport du machine learning pour détecter ce genre de choses, même sans la connaissance de SolarWinds. Je rappelle que SolarWinds, ça a mis à peu près 9 mois pour être détecté, et que l'analyse qui a été faite par Microsoft et par FireEye du détail pour nous expliquer ce qui s'est passé exactement, à peu près 3 mois complémentaires. Donc, voilà. Autre sujet, si vous êtes client SolarWinds, je rappelle quand même qu'il y a toujours 18 000 clients qui potentiellement ont des CNC en dommages collatéraux. Et que pour la première fois, donc c'est Joe Biden en avril 2020, a fait une conférence de presse obligeant la globalité des organismes gouvernementaux et fédéraux américains à utiliser des EDR et des NDR. Je pense qu'il ne savait pas de quoi il parlait, mais en tout cas, il a fait la déclaration. Alors, le NDR par rapport à l'EDR. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est complémentaire ? L'EDR, c'est génial parce que ça vient protéger vos postes de travail. Avec le Covid, on a tous le problème du retour du lundi matin, du bring your own device, du télétravail, et donc on a des postes de travail qui sont extrêmement dangereux. Par contre, la complexité, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui déployer des agents partout. On a du monde industriel, on a du monde SCADA, on a une complexité avec des Windows 95, enfin bref, c'est pas facile de déployer des agents partout. La deuxième chose, si vous regardez un classement de type virus total, il va vous montrer que sur les 20 malwares les plus connus, d'accord, aujourd'hui, il faut 4 ou 5 éditeurs. Il y a 45 éditeurs de DR aujourd'hui, donc vous avez le choix. Mais ne serait-ce que les 20 malwares les plus connus, il faut 4 ou 5 éditeurs pour couvrir la matrice. Donc ça veut dire qu'avec un seul acteur de DR, vous n'êtes pas à 100% de la protection des malwares connus. La troisième chose, on en a parlé. La première chose que fait un hacker quand il veut exploiter une vulnérabilité dans votre infrastructure, c'est d'attaquer le DR. D'accord ? Et là, pour les spécialistes, regardez la communication qu'a fait Sophos il y a 15 jours. Ils se sont fait déchausser, donc ils étaient furieux de comprendre pourquoi ils se sont fait déchausser, et puis ils se sont aperçus que dans le dark web, il y a une DNL qui est complètement agnostique, donc qui permet d'enlever les... Donc aujourd'hui, ça se balade sur le dark web, n'importe quel EDR peut se désactiver de manière extrêmement simple, et donc ça pose un certain nombre de sujets. Donc le NDR, c'est quoi ? C'est un élément qui est en écoute du réseau, il n'est pas intrusif, il écoute une copie du réseau, et il va analyser temps réel l'ensemble des trames pour pouvoir détecter des signaux forts et des signaux faibles. La bonne nouvelle, c'est qu'il est indétectable, il est à l'écoute, il est derrière un port switch ou derrière un tap. Et la deuxième chose, c'est que le réseau ne ment pas. C'est-à-dire que dès que quelque chose va bouger sur l'infrastructure, le réseau va le voir et on va commencer à diagnostiquer un certain nombre de choses. Donc GetWatcher, qui sommes-nous ? Nous sommes une société d'origine française, nous sommes assez fiers parce que le produit est certifié en France, en Allemagne et pour une société française, là on est super fiers, on a reçu non pas 1 mais 2 awards de l'Angleterre, donc sur des technologies, des produits certifiés. Certifiés, ça veut dire quoi ? Qu'ils sont un double usage pour notamment les infrastructures normales, mais aussi pour protéger les infrastructures critiques. Alors je vous passe les clients, les références, c'est pas le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de dire que qu'est-ce qu'on va faire dans la détection ? Dans la détection, nous on ne croit pas au côté monolithique. Monolithique, vous avez certains confrères, même qui sont en bas, qui vont vous dire que le machine learning, c'est la solution magique et on va faire des algorithmes semi-dirigés, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver ce qu'on cherche. On s'en fout, on va essayer de trouver des anomalies. Donc on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais on va essayer d'avoir une chance de le trouver. Nous, on part du principe qu'aujourd'hui, il faut maximiser les différentes techniques pour pouvoir avoir une chance de trouver quelles que soient les phases et les technologies utilisées. Donc la première, c'est un IDS augmenté. Alors, augmenté, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a 85 000 règles qui sont données en standard, mais surtout, on va y intégrer des threat intel. Threat intel qui peuvent être du type MISP, donc de l'open source, de l'OpenCTI, ou des threat intel commerciales, ou par exemple d'un CERT au Canada, etc.,
qui permet de détecter, d'intégrer des IOCs et de comparer sur votre réseau s'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui sont en train de dialoguer avec une IP dangereuse, avec un site dangereux, avec des choses qui sont aujourd'hui vues par les gens qui travaillent sur ce sujet comme étant dangereux, et ça de par le monde. 85 000 règles, on parlait d'un IDS à 5 000 règles, donc vous voyez la puissance par rapport à la détection des signaux faibles. Le deuxième sujet, c'est les shellcodes. J'ai pas fini. 99% des attaques utilisent des shellcodes, d'accord ? L'avantage, c'est qu'ils les codent, d'accord ? Et du coup, pour être offusqué, j'ai montré un exemple tout à l'heure. Donc là, le point, ce qui est très important, c'est la capacité de détecter qu'il y a un shellcode, de la mettre en clair et d'alerter l'analyste SOC. Parce que s'il y a un shellcode sur le réseau, c'est un admin 6. Voilà, pourquoi il fait l'offusqué, pourquoi il code, c'est pas clair. Soit la probabilité est très très forte que vous soyez exactement dans une phase d'exploitation d'une attaque. Et puis après, on a des moteurs, on va s'occuper plutôt de la partie files. Donc sur la partie files, nous ce qu'on fait, c'est qu'on intègre 16 moteurs anti-malware. Du Thread, du Kaspersky, de l'E7, etc. Les leaders mondiaux. Pourquoi 16 ? Parce que c'est le chiffre qui permet d'avoir une couverture maximale, d'accord, sur la détection d'un malware. Et donc intégrer ça dans le NDR, c'est la capacité de faire passer sur tous les fichiers qui sont sur le réseau, qui sont reconstitués, et de manière statique ou dynamique, d'avoir une capacité de détecter en amont un malware ou un ransomware. Et enfin, le machine learning. Et je précise bien, et enfin, le machine learning. Donc le machine learning ne vient pas en rupture, il vient vraiment en complément. Et sur le machine learning, j'ai pas fini. Donc le machine learning, on voit qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment fait des recherches très précises sur le fait que chaque algorithme doit correspondre à un profil d'attaque. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à la détection des anomalies, au sens où vous laissez des algorithmes chercher pour faire du baselining, puis au bout de 6 mois, d'essayer de se dire, bah tiens, par exemple, il y a un mass leakage entre A et B. Ouais. Mais alors, pourquoi, dans le cadre de SolarWinds, ces types d'algorithmes n'ont rien détecté ? Simplement parce que ce qui a été extrait, ce sont des fichiers tout petits, sur une très longue période. Donc les algorithmes de type mass leakage, ils n'ont absolument rien vu. Inversement, donc c'est très important, c'est effectivement d'avoir, en fonction de ce qu'on le recherche, typiquement on vient de sortir un dernier algorithme extrêmement précis sur les beacons. Parce que les beacons sont utilisés dans les attaques, et donc il y a vraiment une technologie bien précise pour aller chercher les métadatas, l'analyse dans les beacons. Autre sujet, on a eu un très beau succès il y a pas très longtemps dans un organisme très sensible en Indonésie, où ils avaient une attaque DNS à l'intérieur. Et donc le fait d'avoir une cartographie de l'action, donc c'est juste un modèle visuel qui donne la requête, regarde la cartographie des requêtes DNS. Et là on voit un beau soleil, donc une agrégation de points, 9998 points qui vont sur un DNS, et puis tout d'un coup un satellite, 2 petits traits qui vont vers l'extérieur. Donc graphiquement, l'attaque DNS a pu être maîtrisée immédiatement, juste, alors que vous imaginez, s'il avait fallu rechercher dans les logs d'un SIEM pour aller regarder éventuellement les requêtes DNS, donc là le graphisme apporte beaucoup. Et en fait, la beauté c'est ça, c'est de dire premièrement, on ne veut pas être anxiogène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aider les analystes SOC à avoir des rapports de type MITRE-ATT&CK, où on priorise les actions. Typiquement ici, écoute, sur la 127.0.1, il y a un CNC et des mouvements latéraux. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est ta priorité. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu as le Covid, d'accord ? J'ai le Covid, c'est bien, mais moi je veux savoir ce qui se passe. Et donc j'ai les rapports techniques, c'est-à-dire l'élément précis qui a généré ces alarmes de haut niveau. Alors pourquoi ça c'est important aussi ? C'est que vous verrez parfois sur le marché des gens qui vous disent « Ouais, mais en fait, on va tout faire pour vous, plus besoin d'analyste SOC, on va détecter, on va bloquer, et puis on fait tout avec des produits magiques. » Dans les équipes, dans la vie courante, les analystes SOC ne bloquent jamais le trafic. Ils n'ont pas le pouvoir et ce n'est pas dans leur responsabilité. Voire même le SOC et le NOC peuvent être dans une relation commerciale. Et donc ce qui est très important, c'est d'aider ces gens à bien évidemment maximiser la détection, réduire la capacité de détection, mais avoir une capacité de dialoguer. Parce que si je veux dire à une personne de NOC, il faut que tu m'isoles, que tu me fermes ce segment, que tu m'isoles telle station de travail, j'ai besoin de donner une preuve matérielle, immédiate, qui permet d'éviter une conversation longue, voire pénible, éventuellement d'une relation conflictuelle. Et donc il y a toujours cette dimension entre l'alarme de haut niveau, donc le risque métier, et l'alarme technique, c'est elle qui a été le contributeur à cette alarme. Et puis la deuxième chose, c'est la recherche. Alors la recherche, c'est quoi ? C'est en fait, quand on fait de la cyber et de la cyberdétection, on cherche toujours à comprendre, est-ce que je suis en train de travailler la cause ou l'effet ?
Et donc j'ai besoin de savoir, j'ai détecté qu'il y avait une adresse IP par exemple qui était vraiment très infectée, et donc j'ai besoin de savoir quels sont les assets en relation. Le Covid, le variant, mais la chaîne de liaison. Et ça pour la chaîne d'infection. Et pourquoi c'est important? Imaginons, cas de science-fiction totale, qu'on découvre que le président Macron a un petit problème sur son iPhone. Première action, je jette l'iPhone. Monsieur le Président, changez votre iPhone, vous avez NSO Pegasus sur votre iPhone, il faut l'enlever. Oui. Deuxième action, c'est de dire, attends, j'essaie d'analyser ce qui se passe d'un point de vue réseau, et je m'aperçois que c'est le serveur de mise à jour Apple qui est l'infection NSO Pegasus, c'est pas l'iPhone. Donc je peux changer autant de fois que l'iPhone, il sera toujours infecté. Et donc cet exemple montre pourquoi c'est très très important d'avoir la chaîne de liaison. Et une fois qu'on a cette chaîne de liaison, c'est aussi pas mal, parce que ça permet de remonter dans le temps et de comprendre le patient zéro. Donc comment j'ai eu cette infection? Si j'ai eu un CNC, comment j'ai été infecté? Parce que je prends l'exemple d'un CNC. M, James Bond. Si je tue James Bond, parce que je l'ai détecté dans mon réseau, ouais, mais comment je sais que James Bond, il n'a pas demandé à une sexy adresse IP de faire le job? Donc le mouvement latéral est en cours, et donc si ça se trouve, je suis bien en retard. Hein, et c'est bien le problème aujourd'hui, par exemple, des clients qui ont SolarWinds, potentiellement ont le CNC, pour l'instant, ils ne bougent pas, mais ils ne savent pas s'il n'y a pas eu des choses, des mouvements latéraux. Quand vous savez qu'aujourd'hui, toute information et le fichier des clients de SolarWinds est à vendre sur le dark web. Donc vous imaginez la valeur que ça peut avoir derrière. Alors une fois que j'ai ces informations, donc comme on le dit, aujourd'hui, on est soit dans une relation automatique, donc des outils de SOAR, des outils de XDR qui vont effectivement définir des playbooks entre la détection et la protection pour maximiser la relation. Soit on est dans une relation manuelle, c'est-à-dire l'analyste SOC va communiquer avec une information extrêmement précise aux équipes infra, au NOC, etc., pour lui dire, bah voilà, attention, il y a un port ouvert, il faut bloquer le firewall, etc., etc., enfin les actions qui vont se faire. Donc, bah, juste après pour conclure, parce que j'ai aucune idée du temps et je ne sais pas où est mon maître de cérémonie, donc 5 minutes. Voilà. Bah, si Uber avait eu un NDR, la cloche aurait sonné 6 fois. Donc pour ceux qui ont des doutes, je suis disponible à l'atelier en bas au stand 30, quelque chose, pour vous expliquer. Mais en fait, voilà, sur chacune des phases de l'attaque, en fait, le NDR aurait pu voir toutes les manœuvres de typote, qu'elles soient simples ou qu'elles soient complexes. D'accord, et donc c'est vraiment un apport intelligent de complémentarité. Hein. Gartner appelle ça sur la triangulation de la lumière entre le SIEM, le DR et le NDR. On est vraiment dans la complémentarité et surtout pas en remplacement. Et vous ne trouverez jamais un propos de notre part en disant que le NDR enlève le SIEM. Non, le SIEM, il est là, il a sur l'agrégation des logs. Par contre, il l'aide à donner, il est un smart agent. Le NDR est un smart agent pour le SIEM. Il va lui donner des informations sur la métadata. Alors voilà, je ne vais pas être trop long parce qu'il faut rester dans un timing, mais cherry on the cake, et normalement, c'était dans le début de ma présentation, on a une différenciation, c'est que nous, on travaille beaucoup avec les banques, on travaille beaucoup avec le monde militaire, on travaille beaucoup avec des grandes entreprises, on travaille avec des PME, et donc on a fait le choix de tout mettre on-premise. Ça veut dire qu'en aucun cas, vous exportez des métadatas sur le cloud. Hein, par rapport à des systèmes, des confrères qui préfèrent dire donnez-moi l'accès à votre réseau et je vais exporter les métadatas chez moi et je vais faire les traitements derrière. Donc nous, l'intelligence, on vous la met on-site, hein, ce qui permet aussi bien de servir des réseaux non connectés que des réseaux sensibles ou des réseaux bancaires où il est hors de question, par souveraineté, par règle, par élément de sécurité évident, d'envoyer des métadatas à l'extérieur. Et donc on est après sur un modèle totalement air-gap sur la problématique de mise à jour pour être sûr qu'il n'y ait aucune communication entre votre infrastructure et l'extérieur. Suis-je bon, madame? Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, moi je suis sur le stand 30 en bas, donc je suis disponible pour des questions plus privées, plus personnelles, plus personnelles, pardon, plus techniques. Mais voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir vous entendre, mais s'il y a une question, et s'il me reste 1 minute, je veux bien prendre une question du public. Mais alors, le problème, c'est que de là où on est, on ne voit rien et on n'entend rien. Donc, est-ce qu'il y a une question? Non. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, voilà. Surtout, n'hésitez pas. GetWatcher, donc stand 30 en bas. J'aurai grand plaisir de vous recevoir pour des problèmes professionnels. Merci beaucoup.